Alors, je suis Laurent Jacobi, je suis enseignant à l'Université des Antilles et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et je vais co-intervenir sur ce thème, l'influence nouvelle expression de la puissance, avec Thomas, que je laisse se présenter et qui va introduire le sujet. Donc bonjour à tous, Thomas Salacrou, je suis de l'Académie de la Réunion, professeur d'histoire-géographie et aussi chargé de mission auprès de l'inspection. Et en fait, je tenais juste à vous préciser que je vais faire en co-animation avec Laurent une conférence non pas sur les influenceurs, parce que c'est une demande qui m'a été faite tout à l'heure, enfin une question liminaire, mais bien sur l'influence. Et en particulier, donc, on voulait remercier le FIC de nous donner l'opportunité de parler de territoire. On va y voir venir, ultramarin, de parler de ce thème qui nous est cher, bien entendu. Et pour commencer, bien entendu, on va commencer par une belle carte pour vous rappeler que la France possède de très nombreux territoires terrestres partout dans le monde, mais avant tout, bien entendu, maritimes. La couleur bleue le laisse montrer et on l'oublie assez souvent. Et ces territoires-là, pendant très longtemps, et encore certains, et on pourra en discuter, sont des périphéries, si on garde encore une lecture centre-périphérie, ont été marginalisés et même dans certains cas, qui va être en particulier celui dont je vais parler, oubliés, si on peut parler. Mais ces questions-là sont remises un petit peu, sont réinvesties, puisque actuellement, dans le contexte actuel que l'on connaît, qui est fait, on rappelle, d'une pression accrue sur les ressources, de tensions géopolitiques croissantes sur les différents théâtres où sont présents les Français, la France, et aussi du dérèglement climatique, ce qui nous fait le lien entre les trois, nous amène ce contexte-là à un réinvestissement, à une nouvelle centralité de ces territoires très éloignés de la métropole et de là où est-ce qu'on est, car ils sont au cœur de certains défis. Et le premier défi lequel on met en avant, c'est celui de l'exercice de la souveraineté. Et en fait, aussi d'une certaine part, et on pourra en discuter, et on va en discuter ici, c'est l'exercice de la puissance, de la projection, de la capacité d'un pays à maîtriser son propre territoire, qui sont pourtant certains très loin, très éloignés de ports, et parce qu'on fait bien la géographie, il va falloir localiser un certain nombre d'éléments. Cet exercice, ici, celui de la souveraineté, s'analyse au-delà de la traditionnelle lecture qu'on fait hard power, soft power, la coercition versus l'attractivité, si je fais très rapidement. Eh bien, nous, on a décidé aussi de travailler cette question-là à travers le prisme de l'influence, qui est en fait, j'ose dire, une hybridation des deux. Et on va voir qu'il y a une très forte connexion entre le hard power et soft power, pour faire très rapidement ici, qui seront les deux entrées que l'on va traiter ensemble. Donc vous avez compris qu'au-delà et pour être assez concret, au-delà du simple prisme militaire qu'on va bien sûr évoquer et coercitif, le contrôle spatial dans ces espaces-là passe par de multiples acteurs. On va y venir, que ce soit aussi société civile, acteurs économiques, on va y venir, qui ont tous des objectifs et des agendas qui varient en fonction des temporalités, mais aussi des échelles à invoquer. Et parce que là, on va faire aussi de la géographie, on ne peut pas avoir une seule échelle à invoquer, puisqu'on est sur des espaces sur différents espaces. On va invoquer des échelles régionales, mondiales, qui doivent s'articuler pour bien comprendre ceci. Et si on avance, on a posé... on a essayé de dégager deux problématiques sur ces territoires ultramarins qui vont nous permettre de voir comment l'analyse des acteurs et de leur stratégie permet de mieux comprendre certains enjeux de pouvoir et d'influence dans ces espaces ultramarins qui ne sont pas des fois vus comme une priorité quand on est en métropole. Et du coup, ces territoires ultramarins d'outre-mer ont une certaine centralité sur des questions. Et on y a un réinvestissement et on verra que dans les représentations aussi, pour les personnes vivant et les acteurs agissant là-bas, il y a une priorité qui n'est peut-être pas vue ici en métropole, et on pourra en discuter. Du coup, on va décliner ça à travers deux exemples très concrets, puisqu'on pourrait revenir, pour ceux qui sont enseignants, des études de cas, des focus. Bien entendu, le premier, c'est Laurent qui va l'aborder, avec l'intervention humanitaire des forces françaises face aux risques cycloniques dans les Caraïbes. Donc là, on a un prisme sur le risque, et vous avez vu l'intervention d'une force coercitive. Et bien pour ma part, tout à l'heure, d'ici quelques instants, je vous parlerai de rôle joué par un certain poisson dans les mers australes, qui a joué dans la réappropriation d'un espace marginalisé, qui sont les mers australes. Donc Laurent, tu vas commencer maintenant à nous parler de ces Caraïbes-là. La petite manette. Voilà.
Alors, mon sujet porte sur l'influence, nouvelle expression du pouvoir à l'échelle internationale, avec une approche, à travers une approche géopolitique critique de l'action humanitaire des forces armées dans la Caraïbe insulaire. Et je vais vous parler plus spécifiquement du risque cyclonique, représenté sur votre gauche par une photo satellite du cyclone Irma qui balaye le bassin caribéen en 2017, en septembre 2017, et l'intervention qui a suivi des forces armées, françaises certes, mais pas uniquement, sur cette île de Saint-Martin que l'on voit ravagée après le passage du cyclone. Alors, quelques mots déjà sur mon espace d'études et de présentation qui ne vous est pas forcément familier. Donc la Caraïbe insulaire. Alors de quoi la Caraïbe insulaire est-elle le nom? On parle donc de ce vaste arc insulaire qui part de Yucatan au Mexique pour arriver aux côtes du Venezuela en redescendant doucement et qui est composé de tout un tas d'îles de différentes tailles et qui se caractérise d'abord par sa très grande diversité. Cette diversité, elle est par exemple géographique, avec d'un côté les grandes Antilles, les grandes îles de Cuba, d'Hispaniola, et de l'autre côté, au fur et à mesure que vous descendez, des petites Antilles. Cette disparité géographique se double d'une disparité démographique. Vous avez des îles, des États de 11 millions d'habitants, Cuba, République dominicaine, Haïti, et d'autres États souverains qui comptent à peine 50 000 habitants, comme par exemple Saint-Kitts-et-Nevis, 48 000 habitants, qui a un siège à l'ONU. Donc disparité géographique, disparité démographique, disparité économique avec un variant de PIB par habitant qui va de 1 à 15 si l'on passe d'Haïti aux Bahamas qui sont pourtant juste au nord, et également disparité ou fragmentation de statut. C'est-à-dire que vous avez là, dans tous ces territoires colorés, des États indépendants au nombre de 13, mais également des territoires non autonomes qui sont donc sous la souveraineté d'un autre État. Les États-Unis, par exemple, pour Porto Rico, les Pays-Bas pour les îles Aruba, Bonaire et Curaçao au sud au large du Venezuela, la Grande-Bretagne, les îles Caïmans, les îles Turques et Caïcos, les îles Vierges britanniques et la France à travers la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et enfin, dernier aspect de cette diversité, c'est une diversité culturelle, puisque dans cet espace, on parle français, on parle anglais, on parle espagnol, on parle créole, donc une grande diversité. Pourtant, au-delà de cette fragmentation, il y a un certain nombre d'éléments qui font une unité qui fait que l'on peut parler de la Caraïbe et pas uniquement des Caraïbes. Ces éléments d'unité, c'est d'abord l'histoire. Tous ces territoires ont été marqués par le sceau de la colonisation, de la traite négrière, de l'esclavage. Cette unité se traduit également à travers leur situation actuelle. Pour l'ONU, ce sont tous des PEID, des petits États insulaires en développement, et ont donc des problématiques communes. Et enfin, par rapport à mon sujet, cette unité se retrouve également dans un destin commun face aux risques en général et aux risques cycloniques en particulier. Donc au-delà de la diversité, vous avez des éléments d'unité qui font que cet espace de recherche fait sens. Alors cet espace, c'est un espace à risque. Aux Antilles, on a l'habitude de dire que seules les avalanches ne sont pas un risque pour nous, puisqu'on est soumis au risque sismique, avec ses conséquences, par exemple les tsunamis, les risques volcaniques, typiquement la montagne Pelée en 1902 qui a balayé la ville, rasé la ville de Saint-Pierre, ou alors la Soufrière en 2022 à Saint-Vincent et les Grenadines, et enfin des risques climatiques, parmi lesquels les risques cycloniques. Donc les risques cycloniques, ce sont donc ces fortes dépressions tourbillonnaires avec un centre qui a de très basses pressions et qui sont classées en fonction de la vitesse des vents. Donc tempête tropicale jusqu'à 119 km/h, puis cyclone de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, et quand on arrive à 5, c'est qu'on est à plus de 250 km/h de vent au centre du cyclone. Le fait est que de nombreuses études, en particulier les dernières études du GIEC ou de l'Organisation météorologique mondiale, ont montré que ce risque est accentué par le dérèglement climatique. Alors vous avez là une carte du bassin nord-atlantique où chaque ligne que vous voyez représente un des 888 phénomènes cycloniques qui ont balayé la zone depuis 1951. 469 sont restés au stade de tempête tropicale, 419 sont devenus des cyclones et 28 d'entre eux des cyclones de catégorie 5. Chaque couleur correspond à une intensité de cyclone. Donc ces cyclones sont impactés par le dérèglement climatique. Et ce, de 5 manières que je vais essayer de vous présenter très rapidement. Premier aspect, c'est une saison cyclonique qui est rallongée. Normalement, la saison cyclonique, ça commence le 1er juin et ça finit le 30 novembre.
Or, depuis 2014, il y a systématiquement eu des phénomènes cycloniques avant le 1er juin, à l'exception de l'année 2022. Donc les cyclones se créent plus tôt, la saison cyclonique est rallongée. Deuxième aspect, ce sont des trajectoires, c'est illustré à gauche, des trajectoires qui sont possiblement modifiées avec des trajectoires davantage nord. Donc les îles du Sud seraient moins impactées, mais les îles du Nord le seraient d'autant plus. Troisième aspect, illustré à droite, ce sont des cyclones potentiellement plus fréquents. On est passé d'une moyenne de 8-9 cyclones par an dans les années 80, aujourd'hui à 14-15 cyclones. Donc des cyclones qui seraient d'autant plus fréquents au fur et à mesure que le dérèglement climatique fait sentir ses effets, même si les scientifiques ne sont pas entièrement d'accord là-dessus. En revanche, ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'on a des cyclones qui sont plus puissants, plus intenses. Alors l'intensité d'une saison cyclonique se mesure à travers un indice qui s'appelle l'ACE, A-C-E, pour Accumulated Cyclonic Energy, qui prend en compte la durée, la puissance, la vitesse des vents de tous les cyclones d'une saison cyclonique. Or, on constate que cet indice ne cesse d'augmenter. Et enfin, dernier aspect, c'est des cyclones qui se renforcent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à passer de catégorie de tempête à catégorie 3 ou de catégorie 2 à catégorie 5 en quelques heures, alors qu'auparavant, c'était en quelques jours. Donc quand vous vivez dans la Caraïbe et que vous avez une tempête tropicale qui arrive vers vous, en l'espace de 24 heures, elle peut se transformer en monstre de catégorie 5, qui va forcément avoir des conséquences sur la capacité à se préparer et par la suite à intervenir. Au-delà de ces éléments d'évolution, ce qui est important, et c'est là qu'on rentre en géographie politique critique, au-delà des faits, au-delà d'une analyse géopolitique classique, je m'intéresse en particulier aux discours et aux représentations qui sont en cours dans la Caraïbe sur ce phénomène. Or, ce que l'on constate, c'est qu'on a un discours de plus en plus important, de plus en plus dominant sur le fait que le risque cyclonique devient ce qu'on appelle un multiplicateur de menaces, un threat multiplier, qui fait que l'ensemble des décideurs, qu'ils soient politiques, militaires, diplomatiques, économiques, classent le dérèglement climatique comme la priorité sécuritaire numéro 1, devant le narcotrafic, devant la déstabilisation des États, devant l'affaire vénézuélienne, etc., au point que l'ensemble des États et leurs représentants, en particulier à l'ONU, ont poussé pour que soit mis à l'agenda diplomatique la question du dérèglement climatique. Et on a donc assisté à ce que l'on appelle en sciences politiques à une sécuritisation du dérèglement climatique. La sécuritisation, c'est le phénomène par lequel l'acte de langage politique a une valeur performative et donc transforme un objet en enjeu de sécurité. Et donc face à cette menace, les États de la Caraïbe sont rentrés dans une géopolitique de la survie. Voilà pour le cadre général. Pas très joyeux pour le moment. Alors dans ce cadre-là, dans ce contexte, quelle place, quel rôle pour les forces armées et leurs actions humanitaires? Je vais essayer de le décliner en 3 axes principaux. Le premier, c'est les moyens dont ils disposent. Le deuxième, ce sont les enjeux auxquels ils font face. Et le troisième, ce sera les limites de leurs interventions. Alors, les opérations d'urgence des forces armées, quels moyens au service de l'humanitaire? Alors, je vais à chaque fois décliner en 4 parties. Première partie, c'est la doctrine. On constate depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, que les forces armées, en particulier françaises, ont intégré la sécurité climatique comme faisant partie de leur mission. L'illustration que vous avez là, c'est la stratégie climat et défense publiée par le ministère des Armées en 2022, qui explique la manière dont les armées françaises intègrent cette problématique climatique dans leurs réflexions stratégiques. Les Français ne sont pas les seuls, ils ont même été un petit peu en retard. Les États-Unis l'ont fait dès les années 2000, les Britanniques aussi, les Néerlandais. Et ce qui est intéressant de constater dans la Caraïbe, c'est qu'un certain nombre de pays caribéens, eux aussi, commencent à intégrer cette problématique. Par exemple, la République dominicaine ou la Jamaïque ont désormais, dans leur livre blanc de la défense, un chapitre sécurité climatique. Cette doctrine aboutit à une expertise. Alors là, pour le coup, l'expertise, les armées sont obligées de s'ouvrir à l'extérieur, en particulier de collaborer avec des établissements de veille et de recherche. La photo que vous avez là, c'est le site de Météo France, à Fort-de-France, en Martinique, qui est symboliquement basé sur le fort d'Euzé, qui est le fort où il y a l'état-major et l'armée de terre en Martinique. Mais donc Météo France est un partenaire privilégié, ainsi que des instituts de recherche, comme typiquement l'IRIS, l'Université des Antilles, ou alors les universités anglophones de la Caraïbe, comme la West Indies University. Donc, doctrine, expertise, ensuite
démarche capacitaire, démarche matérielle. C'est-à-dire que les armées, dorénavant, s'équipent en matériel militaire destiné aux opérations humanitaires. Vous avez derrière Thomas un navire qui est basé à Fort-de-France qui s'appelle le Dumont d'Urville et qui est ce qu'on appelle un BSAOM, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer. Rien que son nom, il n'y a pas grand-chose de militaire. Et à le regarder, à part sa couleur grise, ça pourrait très bien être un bâtiment civil. Et de fait, à part 2 mitraillettes sur le côté pour faire semblant, c'est un bâtiment qui est quasiment uniquement destiné aux opérations humanitaires. À l'arrière, là, vous avez une plateforme où vous pouvez entasser 200 tonnes de matériel. On voit apparaître une petite grue télescopique, et à l'intérieur, vous avez d'énormes soutes où vous pouvez mettre 160 mètres cubes de gazole et 200 mètres cubes d'eau pour porter assistance aux populations en besoin. Donc vous avez une réorientation de l'équipement des forces armées qui s'adapte au dérèglement climatique, en l'occurrence à travers ce navire-là. Vous en avez pareil à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Il y en a 4 en tout. Et enfin, moyen avec l'adaptation des entraînements. Depuis la fin des années 2010 à peu près, les forces armées dans la Caraïbe organisent systématiquement des entraînements qui ne sont pas des entraînements purement militaires où on s'amuse à débarquer comme en 1944, mais où on s'entraîne dans un scénario de catastrophe naturelle, bien souvent climatique, cyclonique, pour apprendre l'interopérabilité, les démarches, etc. Et donc là, vous avez l'illustration, c'est l'exercice Caraïbe. L'exercice Caraïbe, c'est un exercice qui est organisé tous les 2 ans par les forces armées aux Antilles avec un scénario de catastrophe naturelle, et en l'occurrence de cyclone. Caraïbe 2022, il y a eu 2024, et il y en aura un en 2026, et l'état-major est déjà en train de travailler là-dessus. La France n'est pas le seul à faire ce type d'exercice. Les États-Unis en font, les Britanniques en font, les Néerlandais en font et aujourd'hui même les Jamaïcains en font. Donc on voit bien que jusqu'à l'entraînement des forces armées, petit à petit, cette problématique du dérèglement climatique a été intégrée et non seulement intégrée mais mise en œuvre. Car derrière tout ça, il y a de forts enjeux. Certes, premier enjeu, il y a celui assez classique de secourir les populations. Secourir les populations sur le territoire national, secourir les Français. Il faut avoir à l'esprit que dans la Caraïbe, il y a 750 000 Français qui y vivent, dans les territoires d'outre-mer, mais également à l'étranger, mais également porter assistance aux populations étrangères dans la Caraïbe. Les forces armées sont intervenues en 2019 aux Bahamas, après le cyclone Dorian. Ils sont intervenus en Colombie en 2021 après les cyclones Eta et Iota. Ils sont intervenus l'an dernier, en 2024, à Saint-Vincent et les Grenadines après le cyclone Beryl, en portant systématiquement leur aide à la population et participant par là même, et ça fait lien avec le sujet, à une diplomatie d'influence de la France dans la région. Car la France a affaire, et les autres pays également, Pays-Bas, États-Unis, etc., ont besoin d'affirmer leur souveraineté face à de nouveaux compétiteurs. La Caraïbe, cet espace un peu oublié de la géopolitique mondiale, mais qui reste quand même le précaré américain, on parle à propos de la mer des Caraïbes, d'une Méditerranée américaine, et dorénavant l'enjeu de présence de la part de nouveaux compétiteurs tels que la Chine, tels que la Russie, tels que la Turquie, etc., etc. Exemple, vous avez là le navire hôpital chinois qui s'appelle l'Arche de la Paix qui fait régulièrement des tournées humanitaires dans les pays de la Caraïbe. La Chine, de la même manière, il y a 2 ans de ça, a subventionné à hauteur de 100 000 $ l'agence CEDIMA, la Caribbean Disaster Emergency Management Agency, l'organisation qui coordonne l'aide humanitaire, a donc été subventionnée par la Chine à hauteur de 100 000 $. Donc on voit bien qu'un certain nombre de pays cherchent à prendre pied dans la Caraïbe et l'humanitaire est pour eux un levier d'influence, un levier diplomatique. Troisième enjeu, c'est d'intégrer les départements français d'Amérique dans la Caraïbe, faire en sorte que la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy s'intègrent dans leur environnement caribéen, ne soient pas uniquement des extrapolations d'un territoire national, d'un territoire parisien. Par exemple, la Martinique, l'an dernier, a intégré la CARICOM, qui est la principale communauté caribéenne, en mars 2025, alors qu'elle était candidate depuis des années. Et la Guadeloupe, aujourd'hui, l'est, ce qui permet de développer, en parallèle à une diplomatie nationale, une diplomatie territoriale, propre à chacun de ces territoires, évidemment dans le respect d'une hiérarchie régalienne. Et enfin, il s'agit, en termes d'enjeux, de stabiliser une région fragile et en particulier de stabiliser les petits États indépendants en développement qui sont évidemment fortement impactés par toute catastrophe naturelle. Et en particulier, il y a un enjeu qui est celui de gérer les flux migratoires.
j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais aller directement à la troisième diapositive, celle qui parle des limites à l'échelle caribéenne. Quelles sont les limites de cette action humanitaire des forces armées? La première, c'est ce que j'appelle les freins perceptifs, c'est-à-dire que même si on a une mise à l'agenda sécuritaire de la sécurité climatique, tous les pays ne perçoivent pas les menaces de la même manière. Par exemple, pour les États-Unis, la menace principale, ce n'est pas le dérèglement climatique, c'est le narcotrafic. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils traitent les fast-boats, les go-fast en ce moment, dans la mer de la Caraïbe. Les Néerlandais, eux, qui sont très près, qui sont vraiment aux abords de la côte vénézuélienne, sont très préoccupés par l'équilibre vénézuélien. Donc chaque pays a sa propre hiérarchie des menaces et tout le monde ne met pas le dérèglement climatique en haut de la liste. Et il y a quand même une particularité française dans la zone qui le fait. Deuxième frein, deuxième limite, ce sont des limites géopolitiques. Alors, vous êtes nombreux à venir, mais on ne va pas être venus, ça fait plaisir, mais on ne va pas se mentir, la Caraïbe, c'est quand même pas le cœur palpitant des relations internationales. On parle davantage de l'Ukraine, de la montée de la Chine, de l'Indo-Pacifique, etc. Donc il y a des priorités dans les choix des forces armées qui font que la Caraïbe n'est pas placée tout en haut. D'autant plus qu'on est dans un contexte bien particulier, un contexte post-colonial, où les interventions humanitaires des forces armées, les interventions humanitaires en uniforme, peuvent parfois être perçues comme des ingérences de la part des anciens colonisateurs et donc réveiller un certain nombre de susceptibilités. Il y a ensuite la question des moyens. On est là dans des dissymétries structurelles. Vous avez des territoires, des îles qui ont les moyens d'investir dans les moyens d'intervention militaire, des bateaux, des navires, des aéronefs, et vous en avez d'autres qui n'en ont absolument pas les moyens, qui n'ont même pas d'armée, qui ont juste deux petits navires de garde-côte et qui donc doivent systématiquement faire appel à l'aide internationale. Et ces dissymétries structurelles ne sont pas propices à l'approfondissement d'une coopération saine. Et enfin, puisqu'on parle de cyclones, récemment est apparu le cyclone Trump qui a frappé de plein fouet la Caraïbe. Qui se traduit alors, je vais te donner deux exemples. Il a mis fin à USAID. Donc USAID, c'est l'agence fédérale d'aide humanitaire des États-Unis qui a vu son budget réduit par 10 et qui n'a donc plus les moyens aujourd'hui de participer à la subvention, à l'entraînement des différents États caribéens qui sont d'une certaine manière livrés à eux-mêmes, laissant autant de place à d'autres compétiteurs. Et enfin, de la part de Trump, on a un climato-scepticisme ancré, une lutte même contre les sciences du climat, qui, dans notre région, s'est traduit par le fait qu'il a suspendu le partage des données concernant les cyclones avec l'ensemble des pays de la Caraïbe, alors que c'était le NHC, le National Hurricane Center, était le principal pourvoyeur d'informations à cet égard. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de limites à ces enjeux. Il n'en reste pas moins que la Caraïbe, aussi éloignée et loin du cœur, loin des yeux soit-elle, reste quand même révélatrice d'un certain nombre de mouvements, de tendances géopolitiques dont nous pourrons peut-être discuter après. Mais je vais maintenant laisser la parole à Thomas. Merci Laurent pour le volet Caraïbes. Alors, on va changer ici de thématique et d'espace. Puisque là, on va faire un petit voyage. Alors, depuis la Caraïbe et ici, en fait, depuis Saint-Dié, de quelques milliers de kilomètres, puisque moi, je vais m'attarder donc sur une souveraineté qui est liée à une ressource. Ce fameux poisson que je vous parlais, qui s'appelle la légine. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais mon but, quand même, est d'essayer de vous présenter cet animal et pourquoi il a un rôle ici dans la souveraineté française et de son influence peut-être dans l'océan Indien et les mers australes. Donc je me suis permis un petit jeu de mots, vous verrez à la fin, sur du menu à la carte. Alors on est sur un espace assez immense, qui se situe en fait sur plusieurs océans dont les limites sont très discutables, entre l'océan austral et l'océan Indien. Alors en fait, cet ensemble d'îles, nous on va se concentrer sur les îles australes, mais en fait ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Si on peut le découper en 3 espaces, en fait, il y en a un, ce sont donc les îles éparses qu'on trouve dans le canal du Mozambique. Et avec Tromelin qui se trouve à l'est de Madagascar. Et vous avez l'île de la Réunion, donc juste en dessous, donc département français, et Mayotte se trouve aussi à côté des îles éparses, où il n'y a pas d'habitants. Et on verra, c'est une des caractéristiques de toutes ces TAF. Et surtout que là, la seule présence qui est autorisée, elle est militaire, alors avec quelques scientifiques, mais avant tout militaire. Voire certaines, il n'y en a pas.
Il y a la Terre Adélie qui se trouve donc bien sûr au pôle sud, et donc là on n'abordera pas la thématique, même si on y reviendra en conclusion. Elle a son importance quand on étudie aussi les îles australes. Alors quand on parle des îles australes, voilà, c'est un groupe de 3 îles ou archipels. Donc je vous ai mis le tableau ici pour vous démontrer l'immensité et l'éloignement de cet espace-là qui est très particulier, qui se situe en dessous du 30e parallèle. Alors bien sûr les conditions, vous imaginez, froid, vent, conditions absolument très difficiles pour y vivre. Alors vous avez Kerguelen, qui est la plus grande île, 7000 km² quand même, on n'est pas loin de la Corse, mais où là c'est vraiment très venteux, où vous avez une calotte glaciaire, il y a un glacier là-dessus. Vous avez au nord Saint-Paul et Amsterdam, c'est 2 îles qui se trouvent au nord de Kerguelen, et vous avez l'archipel Crozet, qui se situe à l'ouest. Et toutes ces îles-là se situent à plus de milliers de kilomètres, plus de 2000 kilomètres de la Réunion, qui sera la principale base maritime auquel est dépendante ces 3 îles-là. Alors, ces îles australes, comme les îles Éparses et la Terre Adélie, font partie d'une même administration qui s'appelle les TAF, qui est aussi une administration très particulière, j'en parlerai un petit peu, avec un préfet, mais qui est un préfet un peu particulier, parce qu'il n'y a pas d'habitants à gérer. Puisque vous n'avez que des scientifiques, alors dans les îles australes, vous n'avez que des scientifiques là-dessus, vous avez quelques militaires, mais avant tout des scientifiques, et avec sur chaque île un chef de district qui change tous les ans. Et si vous êtes intéressé, chaque année, il y a des campagnes de recrutement d'un chef de district. Donc si vous voulez un petit peu d'exotisme, vous pouvez y aller. Enfin là, il vient d'être nommé, c'est l'année prochaine qu'il faudra. Eh bien, il faut savoir, au-delà maintenant de l'espace terrestre, ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'espace maritime. Puisque si on prend tout cet espace des TAF, ça fait plus de 2 millions de kilomètres carrés de mer qui appartiennent à la France. Ces fameux ZEE, où la France là, a la souveraineté sur l'exploitation des ressources et des fonds marins, et en particulier les îles australes. Les îles australes, c'est 1 million de kilomètres carrés. Alors malheureusement, c'est pas ici le but, mais on y reviendra peut-être dans des questions, puisqu'elle est revenue sur le centre des discussions pour les zones, bien sûr, de protection. Mais c'est pas notre jeu, c'est peut-être pour ça que certains en ont entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'elles révèlent, ces fameuses îles australes? Eh bien, elles révèlent un trésor. Voilà, un trésor qui s'appelle la légine. Alors, ce poisson, qui n'est pas petit, qui peut atteindre les 2 mètres de longueur, 80 kilos. Vous avez ici une représentation, peu importe sur l'esthétique du poisson, parce que souvent on me retrouve, est pêché dans cette zone-là, principalement au large de Kerguelen et de Crozet. Et la chance extraordinaire, c'est que ce poisson a la bonne idée de venir dans nos eaux françaises. Parce qu'en fait, vous avez une histoire de fond marin, puisqu'il peut descendre jusqu'à 300 mètres de profondeur, et là, on a la chance qu'elle arrive là et qu'on peut la pêcher. Et on la pêche, alors juste, je vous donne quelques chiffres. Chaque année, on pêche 6000 tonnes de légine. Alors, on y reviendra, c'est contingenté. Il y a un quota là-dessus. Mais pour vous donner une idée, quand même, on est le premier producteur mondial. Devant d'autres pays, en particulier donc l'Australie, on y reviendra. Ça représente quand même, pour toute la pêche française, métropolitaine compris, c'est 11% de la valeur marchande. Et pour l'île de la Réunion, et si j'allais vous dire qu'est-ce qu'on exporte de l'île de la Réunion, vous m'aurez tous répondu du rhum ou du sucre, bien entendu. Eh bien, sachez qu'en fait, on exporte autant de légine de la Réunion, puisqu'il faut savoir que obligatoirement la légine doit passer par la Réunion pour être exportée. Donc il y a un poids économique très important. Alors les emplois directs et indirects, c'est très discuté. On peut monter jusqu'à 300, 400 emplois directs et indirects avec les pêcheries, mais ce n'est pas l'enjeu là-dessus. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est une pêche très très rentable là-dessus. Alors pourquoi la légine, on n'en parle pas? Il faut savoir que pendant très longtemps, elle n'a pas été pêchée. Et pourquoi elle a été pêchée en France? C'est grâce aux Japonais. Et c'est là que c'est intéressant, c'est un acteur international qui va permettre de nous enrichir. Puisque dans les années 80, il y a un problème au Japon, ils n'ont plus leur morue noire qu'ils adoraient dans le Nord Pacifique. Ils ont détruit les stocks, et donc ils prospectent dans le monde entier pour trouver un poisson qui a une chair aussi fabuleuse, chair blanche, je ne vous ai pas précisé ça. Et là, ils prospectent, ils trouvent cette légine. Et nous, on est bien contents, puisque cette légine, on y voit une valeur. Parce que jusque-là, elle était pêchée pour une chose, en particulier des bateaux russes et ukrainiens, enfin ukrainiens après, un bateau russe dans les années URSS 70-80, pour la farine animale. Donc quand on dit ça maintenant, quand vous êtes à La Réunion, les gens ils ouvrent des yeux pour la farine animale, quand vous savez le prix que cela au kilo. Puisqu'actuellement, quand même, grâce à cette valeur marchande, on atteint... Alors, le chiffre n'est pas impressionnant à nos yeux. Quand je vous dis c'est 20 € sur le marché du gros de poisson, c'est pas énorme. Mais en fait, c'est énorme.
puisqu'en fait, dans les marchés à l'étranger, c'est pour cela qu'on va trouver des montants qui sont quand même assez impressionnants. C'était là, les terres... Non, je ne l'ai pas. Ah si, c'était celle-ci. Je voulais vous montrer le diagramme, j'y reviendrai avant. Puisque maintenant, les principaux marchés d'exportation, ce n'est pas la métropole, ce n'est pas la France, c'est les États-Unis, la Chine et le Japon. Comme les États-Unis, si on regarde, et le Japon, on est à quasiment 40% chacun à l'exportation. Et dans ces pays-là, on trouve la légine autour de 80, ça peut monter à 80 € le kilo. Donc vous voyez un petit peu la rentabilité que ça peut représenter pour certains opérateurs. Alors je vous ai mis une petite marque, Sapmer, c'est un des groupements de pêcheurs à La Réunion, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps même un showroom à Shanghai. Donc vous avez quand même un opérateur qui a certains moyens, mais pas démentiels, qui montre très bien l'importance de ce marché-là pour La Réunion et pour la France d'un certain côté. Alors, du coup, quand même, elle était prisée, sauf qu'on se souvient d'une chose, c'est que quand on l'a pêché, donc là vous avez Kerguelen. Alors ce que vous voyez en Asturies, alors ça c'est pas une bonne carte, je suis désolé, hein, celui qui a fait la carte, pour les daltoniens comme moi c'est un enfer. C'est en fait vous avez les zones, c'est surtout les zones de protection marine, mais il faut savoir que quand on a fait les zones de protection marine, on a dit mince, il y a la légine dedans. Donc on a fait zone de protection marine et marine renforcée. Donc marine, on peut y pêcher la légine. C'est marine renforcée, là, on ne peut plus pêcher la légine, et ça a été en fait calqué par rapport à ces zones-là. Et il faut savoir qu'on avait le souvenir que le krill qui avait été pêché dans les années 70-80 en même temps que la légine avait été complètement torpillé. Donc il fallait faire des quotas, parce que sinon la ressource allait disparaître. Donc on a mis en place des quotas. Chaque année, ces quotas sont définis par 2 organismes, un international et un national. Donc c'est le CCAMLR qui s'occupe c'est le comité de conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique. Et il faut savoir que là aussi c'est intéressant, quand vous étudiez la légine, il faut étudier aussi ces organisations internationales qui fixent des études qui vont donner lieu à des quotas. Et là il y a tout un enjeu, puisqu'il faut savoir, dans le CCAMLR, il y a par exemple des acteurs, les pays voisins que vous pouvez imaginer, la Chine, la France, l'Australie, mais pas la Chine, excusez-moi, non, le Chili, j'avais pensé, la France. Et il y a aussi la Chine, il y a aussi les États-Unis qui sont là-dedans. Donc il y a un regard aussi sur ça. Donc il y a une partie des études aussi, pour rejoindre Laurent, au sein de ces institutions. Là, il y a des jeux de pouvoir très intéressants, je n'ai pas le temps de développer là-dessus. Et il y a le Muséum d'histoire naturelle. Et il donne une recommandation auprès du préfet d'État qui, tous les 6 ans, donne un quota. Et il est fixé à 6 000, vous ne pouvez pas départir. Et il y a 7 palangriers, on appelle ça des palangriers, des bateaux qui vont pêcher, et c'est réparti en fonction de ces pêcheries-là. Donc là, c'est un timbre qui était... Et il faut savoir que la philatélie, c'est l'autre source de financement des TAF, si vous voulez y aller. Là-dessus. Et alors, là, ici, il va se créer... ce système-là, alors je ne vais pas le définir, c'est en fait, en l'espace d'une vingtaine d'années, c'est créé tout un système productif, et je me suis permis de trouver assez original, puisque là, on a clairement une constitution d'un environnement avec une multitude d'acteurs. Et là, on pourrait regarder un acteur qui va de l'armée aux scientifiques, bien sûr les TAF, mais acteur économique. Et quand on reprend la problématique sur une multitude d'acteurs, là, on le retrouve, qui est lié à la protection et l'exploitation de cette ressource-là. Et vous voyez très bien l'enjeu, que je vais y venir tout à l'heure, sur le marché international, bien entendu, qui a son importance, puisque sans marché international, vous ne pouvez pas faire fonctionner tous les autres instituts qui y sont rattachés, les TAF, le monde scientifique, là-dessus. Alors il faut savoir que pour le plan de gestion, quand je vous ai dit, les quotas, c'était 2019-2005. Et actuellement, il faut savoir qu'on est en train de réviser le prochain. Je vais y venir dans les défis. Alors pour vous montrer comment on veut chercher à contrôler, sur chaque bateau, il y a un contrôleur des pêches des TAF qui y monte. Il n'est pas très bien accueilli quand même. Enfin, c'est un peu froid quand même dans le bateau. Parce qu'il doit vivre avec les pêcheurs. Et lui, il doit mesurer, il doit vérifier qu'il ne déconne pas. Donc, sur chaque bateau, et là aussi, si vous voulez essayer, ils recrutent chaque année des contrôleurs. Si vous voulez partir 3 mois, c'est sympa, apparemment, c'est assez exotique. Donc là-dessus, bien entendu. Alors, bien entendu, il va falloir exercer sa souveraineté là-dessus. Pourquoi ? Vous avez compris, pour préserver cette ressource. Eh bien là, c'est un véritable défi, puisque vous avez des espaces immenses, de milliers de kilomètres, avec la Réunion qui se situe à quand même plus de 3000 kilomètres, surtout pour Kerguelen, qui sont très éloignés. Comment on fait ? Et ça a été le gros problème, puisqu'il y a eu de la pêche illégale jusque en 2013. Le dernier bateau qui a été arraisonné pour pêche illégale, c'était en 2013. Mais jusque dans les années 90-2000, on n'avait pas de moyens suffisants, il n'y a pas de réflexion posée. Alors la première, c'était quand même de mobiliser les pêcheurs.
On a dit, bateau de pêche, vous allez un peu surveiller, vous allez nous donner. Mais on s'apercevait que ça ne marchait pas très bien. Il y a les chefs de district aussi qui avaient, bien entendu, un rôle à jouer dans ce sens-là. Et c'est là qu'a été mis en place progressivement tout un ensemble d'un système, on va dire, protéiforme, hein, tout un système pour la surveillance de cet espace-là, au départ, pour la ressource. Alors, je ne vais pas y revenir. En haut, vous avez l'Osiris 2. Le bateau, ce n'est pas un bateau, là, ce que vous avez militaire. C'est un ancien palangrier qui est destiné uniquement au contrôle des pêches illégales. Et le gros problème, c'est qu'il doit aussi s'occuper des îles éparses dans le canal de Mozambique. Et il y a du boulot aussi là-bas. Vous avez bien sûr alors, le Marion Dufresne avec les frégates de la marine qui y vont. Vous avez tout le réseau, bien sûr, les airs et l'espace sont utilisés, comme le satellite. Et là, on voit aussi que c'est là, dans cet espace-là, qu'il y a de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas qu'en métropole, c'est aussi en outre-mer. Et vous avez des balises GPS qui ont été mises sur les albatros, puisque les albatros ont le bon loisir de suivre les bateaux pour aller manger le poisson. Et donc, si plusieurs albatros se trouvent dans une même zone, on suspecte qu'il y a un bateau. Et donc, c'est un gros programme qui a été lancé, qui a été subventionné par aussi l'Europe, même si les TAF ne font pas partie de l'Europe. Enfin, ils peuvent s'en extraire, mais bon, quand il y a des subventions européennes, on prend, qui a subventionné ça. Et là où il y a quelque chose quand même assez intéressant, alors je vous ai mis une petite carte pour vous montrer les forces armées françaises dans la zone, hein, les FASOI. Et je voulais juste vous montrer cette carte pour vous montrer la zone un petit peu à contrôler. Et toutes les bases. Et imaginez, alors c'est dommage, c'est une carte où il faudrait mettre la Z2E là-dessus. C'est un petit peu dommage, donc je lance un appel à projet pour ceux qui veulent. Et là, il y a un dernier dispositif dans cette surveillance qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a des partenariats, des coopérations avec les pays voisins. Parce que vous avez une petite île, Heard et McDonald, qui se situe au sud de Kerguelen, et là aussi il y a de la légine. Et là, c'est australien. Et donc vous avez un voisin, voilà. Aujourd'hui, on a un voisin qui s'appelle l'Australie, qui est un des seuls pays qui est autorisé à circuler sur nos ZEE avec un bateau militaire armé. Donc c'est une coopération très avancée avec les Australiens. Je vous ai mis les 1500 jours quand même de patrouille respectives depuis 2003. C'est des coopérations très intenses. C'est pour cela que, si vous vous souvenez l'histoire des sous-marins qu'on n'a pas vendus, des fois on m'a dit mais pourquoi on va vendre des sous-marins aux Australiens, pourquoi ils l'achètent? Ben, vous avez ça dans la cargaison. Ce genre d'éléments, nos autorités les ont en tête quand même. Il y a des coopérations qui sont avancées. Et donc ça concerne cet espace-là. Donc je vous ai mis un petit peu voilà, les deux espaces qui sont... Et pour terminer, le dernier point que je veux montrer, c'est que voilà, cet exercice de la souveraineté, il apparaît comme assez efficace. Le dernier bateau à raisonner, c'est 2013. On a protégé la légine, c'est assez bien, mais il apparaît quand même très précaire et fragile pour plusieurs points. Premier enjeu, c'est la pérennité de cette ressource. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un gros problème de la prédation sur les ressources, nécessite des plans d'action. Et l'année dernière a été menée ici donc la campagne Power 5. Vous avez des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle qui sont partis faire des prélèvements. Donc là, vous avez une scientifique qui mesure les légines. Donc vous allez mesurer les légines. Et là, dans le grand secret, va s'établir le quota pour la légine. Et là, je peux vous dire, c'est une histoire nationale. Hein. Dans les pêcheries, au port de... Alors, c'est la ville du port, à La Réunion, hein, c'est le port du port. Ça discutait beaucoup des quotas de légine. Eh bien, il faut savoir que ça a été donné il y a plus de 2 mois, à peu près. On a baissé de 20%. On est à 4700 tonnes de légine. Donc, une baisse de rentrée d'argent pour, bien entendu, pour les palangriers. Mais c'est aussi les Australiens qui l'ont fait. Les Australiens ont baissé leur quota de 17%, parce que ça s'aperçoit que la ressource, elle diminue. Alors bon, vous allez me dire, bon, tant pis, ces acteurs économiques qui perdent de l'argent, c'est pas nouveau. Problème, c'est qu'il faut savoir que les TAF, l'institution, collectivité, a un tiers de son budget qui dépend de la légine. Un tiers du budget des TAF, qui est donc je vous ai dit, collectivité d'outre-mer sui generis, comme la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'elle a ses propres règles. Donc on dit que c'est entre collectivité territoriale, établissement public d'État, avec un préfet à sa tête, une administration à Saint-Pierre de la Réunion. On a la chance, nous, à la Réunion, d'avoir deux préfets. C'est un honneur. Et donc là, vous avez une administration. Et un tiers de son fonctionnement, c'est assurer d'avoir les scientifiques, d'amener la nourriture. Enfin, un tiers de ce fonctionnement dépend des taxes qu'on met sur la légine. Donc si on baisse les quotas, il y a moins d'entrées aussi pour l'administration. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas si simple que ça pour nos autorités d'assurer un petit peu, il y a environnement versus souveraineté quand même. Hein. C'est assez compliqué. Et dernier point, et là je rejoins le changement d'échelle.
Et il faut l'avoir en tête. Alors, je suis sur 1 minute pour vous parler d'Indo-Pacifique. C'est du suicide. Mais vous avez tous maintenant lu plein de choses sur l'Indo-Pacifique. Hein. Mais je vais vous montrer un petit éclairage quand même. Parce que donc là, comme dit Laurent, on est focalisé sur certains espaces. Alors, tu me parlais d'Ukraine, Gaza. Nous, on est surtout très Chine, cordon voilà, de perles autour Vietnam et tout ça. Bien, moi, je vais vous apporter ce regard sur cet espace qui est dans la littérature émerge beaucoup comme espace de tension très fort. C'est l'Ouest dont on ne parle pas assez quand même de l'océan Indien. Puisque l'ouest de l'océan Indien, tout ce qui se situe, on va dire, de l'Inde jusqu'à l'Afrique du Sud, est au cœur vraiment de tensions de plus en plus fortes, puisqu'il y a une projection de puissance asiatique. Alors je pourrais faire une litanie de possessions, et ça c'est intéressant. L'Inde, par exemple, de Modi, a une volonté réelle de projection outre-mer. C'est pour cela que, par exemple, donc, elle possède des îles aux Maldives. Vous avez des coopérations très avancées avec les Seychelles. Vous avez des bases qui sont financées donc à Maurice, à Madagascar. Mais il ne faut pas oublier aussi le Japon. Parce que dans l'équation, souvent les Japonais sont mis de côté. Mais il ne faut pas oublier le Japon sous couvert. Alors tous ces pays-là, c'est très marrant, c'est sous couvert de pêche illégale qu'ils viennent, avec leurs bateaux militaires. On vient vous aider à la pêche illégale. Mais ils arrivent avec des gros bâtiments, des gros patrouilleurs. Et le Japon, on l'a fait pour les Seychelles il n'y a pas très longtemps. Et là, derrière, il y a une tension très forte qui est poussée, qui nous fait dire quand même que les TAF et tout l'espace... Alors, c'est clair que c'est les îles éparses qui sont sous la pression. Vous savez très bien le projet de rétrocession possible à Madagascar de ces îles-là. Mais quid des TAF, quand même, de cet espace-là qui pourrait, par sa ressource, par sa situation peut-être... Parce que n'oubliez pas, et je repense à la conférence de ce matin sur l'Antarctique qu'il y a eu, de Manal Escudier, qui parlait des Chinois en Antarctique et de leur projection sous ces espaces-là. Donc on voit qu'il y a une prise de tenaille. Alors, il y a des limites, bien sûr. C'est un espace immense, peu praticable, qui rend abscon un peu tout projet d'aller explorer des ressources sous-marines durablement. Mais quand même, ça pose des questions et de regarder ce regard-là sur cet agenda. Dernier point, et je terminerai là-dessus. On arrivera à temps pour la conclusion. Si je vous ai parlé de la Légine, vous vous souvenez d'où est-ce qu'elle est exportée quand même? États-Unis, la Chine. Si vous voulez deux partenaires en ce moment qui sont pas très fiables, on y est. Et là, vous avez en tête les taxes. Alors quand Donald Trump a parlé des taxes, nous à La Réunion, ça fait la une. Parce que la Légine était taxée à plus de... Ils avaient sorti des chiffres quasiment de 70 à 80%. Et ça a posé un sacré problème. Donc vous avez là une relation très forte d'un territoire d'outre-mer directement avec ces pays étrangers. Et là-dessus, on peut voir que là, ici, on peut dire qu'on est quasiment... Alors je reprends une expression qui avait été sortie de territoire frontière, en fait, face à des enjeux régionaux et mondiaux très importants pour ces TAF-là, ces territoires qui retrouvent une centralité dans ces problématiques. Et Laurent, tu vas conclure sur cet élément-là. Alors, que dire en conclusion? Alors, je ne vous cache pas qu'on a passé pas mal de temps en réunion Zoom avec Thomas pour trouver des points d'accord entre la pêche à la légine et le risque cyclonique. Ça a été quand même quelques heures de brainstorming et on a réussi à accoucher de ce schéma. Qui reprend plus qu'une conclusion, c'est davantage des éléments de réflexion et peut-être d'échange autour de l'articulation entre d'un côté pouvoir, puissance, influence et de l'autre côté les espaces ultramarins. Donc on vous propose ce tableau récapitulatif ou cette carte mentale ou ce schéma heuristique comme vous voulez, qui cherche à résumer les enjeux, la substantifique moelle de ce que l'on a essayé de vous exposer là pendant les 3 quarts d'heure précédents. Donc je ne vais pas le reprendre en détail, je vous laisse le lire, le découvrir. Je ne vais pas en faire la lecture exhaustive et rébarbative pour laisser un petit peu de temps peut-être pour les échanges. Mais je voudrais mettre en évidence les 2 idées phares qui nous semblent le plus importantes. La première, c'est les emboîtements d'échelle qui apparaissent entre échelle mondiale et échelle régionale. Donc les atouts et les défis ne sont pas les mêmes, ne sont forcément pas les mêmes suivant l'échelle à laquelle on se place. Et on est donc bien là dans une réflexion scalaire qui a toute sa place au FIG. Et la deuxième, et là nous travaillons pour nos paroisses respectives, c'est la centralité des Outre-mer dans les enjeux de pouvoir et d'influence dans un monde de plus en plus en crise. Merci pour votre attention et on est prêt à échanger avec vous. Une question là-bas.
Bonjour. Merci pour pour ces deux interventions très intéressantes sur des territoires que personnellement je ne maîtrise pas tellement. Et j'ai une question alors qui va s'adresser à vous deux finalement. Vous nous parlez de territoires sur lesquels notre souveraineté française effectivement est fragile ou menacée ou en tout cas remise en cause, notamment sur ces territoires australes. Et on sait que cette présence française, vraiment sur tous les océans du monde, fait partie aussi de notre puissance. C'est un des gros atouts de notre puissance avec la capacité de projection que ça nous permet notamment. Est-ce que dans le contexte géopolitique actuel, vous avez pu constater des véritables entreprises de la part de puissances étrangères de déstabilisation réelle, de tentatives de déstabilisation réelle de la présence française dans ces territoires-là? Vas-y, je continue. Alors, ce qu'on constate, c'est la présence grandissante de ces compétiteurs-là. Pour ce qui est de la Caraïbe, il n'y a pas d'intrusion directe sur les territoires français, d'agression ou d'agressivité particulière, mais en revanche, on ne peut que voir une présence de plus en plus grandissante et dans des domaines de plus en plus nombreux. Qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse de l'humanitaire, on voit justement que la projection de puissance des compétiteurs renvoie à une expression qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est une guerre hybride. C'est-à-dire que la volonté d'affirmation de la puissance dans des espaces éloignés ne se fait pas uniquement par l'outil militaire. Ou alors, quand l'outil militaire est utilisé, ce n'est pas uniquement à vocation militaire. Typiquement, l'utilisation des forces armées pour des actions humanitaires. Donc en fait, on assiste à une hybridation des tentatives de compétition, de concurrence dans l'espace caribéen, sans que pour autant ça se transforme en agressivité ou en attaque directe à l'égard des territoires français outre-mer, du moins pour la Caraïbe. Mais en tout cas, il y a un réel enjeu, une réelle problématique qui est en train de se mettre en place et qui n'existait pas il y a 10 ans de ça. Alors dans la Caraïbe, il y a ce site particulier, et je l'ai cité tout à l'heure, c'est qu'on est dans le jardin des États-Unis. Et que donc quand on vient jouer dans le précaré américain, on explique à Trump que voilà, c'est le pendant de la présence américaine dans l'Asie-Pacifique d'une certaine manière. On est dans un nouveau grand jeu. Et la Caraïbe fait indirectement partie de ce grand jeu. Et donc, même s'il n'est pas au cœur des tensions internationales, ça reste un terrain de jeu pour des compétiteurs étrangers. Juste un petit point sur notre cas. On a la sensation depuis quelques temps, et là je peux prendre sur une décennie, où en fait on va défendre un précaré, qui n'est pas forcément menacé, mais bizarrement on a un renforcement des patrouilles, on a un renforcement de tout aussi un discours qui est fait, et qu'il faut bien voir aussi au regard de ce qui se passe dans les îles australes, éparses. Il faut savoir que 2019, M. Macron était allé, pour la première fois un président était allé sur les îles Éparses. Il n'y a pas très longtemps, il y a un député qui devait aller, alors il n'y est pas allé il y a 2 ans, sur l'archipel de Clipperton, au large du Mexique. Et donc je me dis, quid bientôt d'un officiel qui va aller qu'à Kerguelen, même si le préfet y va, mais c'est dans ses prérogatives. Donc là-dessus, on sent très bien qu'on protège peut-être avant d'être agressé. Et c'est là que peut-être qu'il faut le voir dans ce sens-là. Et peut-être pour compléter, se pose derrière la question des moyens. Quels sont les moyens que l'État est prêt à mettre pour défendre sa souveraineté dans ces espaces immenses? Parce qu'on a une tyrannie de la distance, on a une tyrannie de la superficie. Voilà, il faut bien vous représenter. Il y avait une image qui était l'équivalent des 4 navires des forces armées aux Antilles sur leur zone de compétence, c'est-à-dire la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. C'est ce qu'on appelle la zone de représentation permanente. Ça équivaut à 4 voitures de police pour surveiller l'île de France. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc forcément, il y a une véritable question des moyens qui se posent, mais ces moyens sont hiérarchisés, et là, on rentre dans des choix politiques. Voilà. Ma question concerne plutôt l'espace Caraïbe. Je n'ai rien contre les TAF, mais la capacité de la Légine à la conversion au christianisme des églises évangéliques est assez limitée. On parle des nouveaux compétiteurs. Vous nous avez montré qu'effectivement, l'aide au développement américaine allait diminuer. Mais malgré tout, est-ce que vous pourriez développer le rôle et l'action des églises évangéliques américaines lorsqu'il y a des catastrophes dans les Caraïbes en termes d'intervention, d'aide, une forme d'influence qui est non étatique mais qui n'est pas inexistante?
Alors, je vais vous décevoir d'entrée, je ne vais pas avoir des éléments précis. En revanche, il est certain que l'État est loin d'être le seul acteur en termes d'intervention humanitaire post-catastrophe naturelle, naturelle étant entre guillemets. Et un des enjeux, c'est ce que l'on appelle le CIMIC, le Civil Military Cooperation, la manière dont les acteurs étatiques et non étatiques arrivent à s'entendre ou pas sur un terrain difficile, que ce soit un terrain de guerre ou sur un terrain de catastrophe naturelle. Pour information, il y a un colloque mardi prochain à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui porte sur ces opérations de catastrophes naturelles et leurs enjeux diplomatiques. Or, ce qu'on constate, c'est que la coopération est à la fois lacunaire et difficile à mettre en place. Que déjà, à l'échelle des États, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes et chacun a ses propres ambitions en termes de diplomatie humanitaire. Si vous doublez ce prisme d'un prisme propre à ceux des organisations non gouvernementales, vous allez encore multiplier le spectre d'ambitions et d'objectifs possibles. Celles des églises évangéliques ne vont pas être les mêmes de celles de Médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de CARE ou de Oxfam. Donc en fait, on a une multiplication des ambitions, une multiplication des acteurs qui, d'une certaine manière, n'est pas forcément propice à l'efficacité de l'action. Et ce, dans un contexte, dans la Caraïbe en tout cas, qui est un contexte post-colonial, là aussi un point que j'ai évoqué, où l'intervention d'hommes en uniforme armé, même s'il s'agit d'un médecin militaire, parce qu'il y a tout un imaginaire du médecin militaire dans les colonies, n'est pas forcément la bienvenue. Ce qui laisse la place à d'autres types de coopération qui sont soit tournés vers les organisations non gouvernementales, soit orientées vers des coopérations étatiques qui mettent l'accent ou qui appuient sur le levier de la coopération sud-sud, où il n'y a pas de passif colonial qui intervient. Donc pour ce qui est des églises évangéliques, effectivement, tout ce que je sais, c'est qu'elles sont de plus en plus présentes dans la zone, mais quels sont leurs moyens d'action et leurs ambitions, malheureusement, j'aurai très peu d'éléments à vous dire, j'en suis désolé. Oui. J'ai bien compris en quoi consistait l'influence dans la Caraïbe, donc cette idée d'influence... Merci. Je disais, j'ai bien compris en quoi consiste l'influence dans la Caraïbe, donc cette idée d'influence humanitaire. En revanche, en ce qui concerne les terres australes, alors je vois bien la dimension puissance autour des navires de l'armée, donc en fait montrer les gros bras. Mais comment est-ce qu'on peut caractériser cette influence dans ces territoires? Est-ce que c'est une influence qu'on pourrait qualifier d'environnementale, comme on a pu parler de du rôle de ces grandes aires maritimes protégées qui sont un moyen de territorialiser ces espaces, de mettre un pied là-dedans? Est-ce que donc c'est une influence environnementale ou autre? Comment caractériser cette influence? Alors, c'est un autre prisme, celui environnemental, et c'est une question extrêmement importante pour l'État, puisque clairement, là, quand on rencontre les acteurs, c'est qu'il y a un choc en fait entre les deux. Clairement, pendant très longtemps, c'était la pêche, l'environnement était mis au regard du jour, surtout avec toutes les conférences qu'il y a eu sur les aires marines protégées, puisque là, c'est pour cela qu'on a, entre guillemets, clairement utilisé aussi l'État pour agrandir notre chiffre en fait d'aires marines, parce qu'on ne les a pas trop faites, les aires marines protégées, on ne les a pas trop faites autour de la métropole, on les a faites dans ces lieux-là. Le problème, c'est qu'il y a une collusion avec les espaces de pêche, par exemple. Donc l'influence ici, alors comme aussi peut-être reconnaissance de ce territoire-là, il faut le voir sous le prisme là-dessus de l'environnement comme étant quasiment une lecture, on va dire, de débat entre différents acteurs, même au sein des TAF, de l'administration. C'est-à-dire entre des administrateurs qui vont s'occuper des questions environnementales et d'autres administrateurs qui sont destinés à l'économie, tout simplement. Et pour argumenter, c'est que l'agenda varie fortement. Et là, il y a des lectures très intéressantes dans les représentations liées au discours des acteurs qui sont faits, des agendas qui sont posés directement depuis la métropole, à savoir que là, en 2020, c'était la question environnementale, faites des aires marines protégées de plus en plus importante, dans les îles éparses aussi, mais en fait ça va être au service de la souveraineté. Et là il faudrait explorer aussi les îles éparses, parce que là-dessus le discours tient aussi pour les TAF. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est une arme pour assurer la souveraineté. Le discours de 2019 de M. Macron, il est très clairement dit qu'il ne faut pas rétrocéder ces terres-là, il ne le dit pas clairement comme ça, mais on le comprend, à Madagascar, parce que si Madagascar reprend ces territoires, ils vont les détruire. Donc en fait, on garde ces territoires pour
une question environnementale. Mais derrière, en fait, tout autour de ces îles-là, il y a des énormes ZEE, et là, c'est surtout pour la pêche au thon. Et là, le thon, c'est une autre histoire, puisque c'est une pêche qui est collaborative avec d'autres États, mais il y a d'autres... Donc, c'est dans ce schéma-là qu'il faut plutôt voir la territorialisation, l'influence. C'est-à-dire, c'est comme des paradigmes, en fait, qui, à des moments, peuvent se compléter, mais que s'entrechoquent dans les agendas des différents acteurs. Là-dessus. Oui. Je voulais revenir sur le sujet du problème cyclonique, si vous voulez, à savoir les dégâts qui ont été provoqués par le cyclone Chido à Mayotte. Parce qu'il est vrai que j'ai été assez effaré et mécontent de voir l'incidence de ce cyclone qui, quand même, quelque part, était relativement prévisible pour avoir vécu là-haut et travaillé, et les entretiens que j'ai pu avoir avec les préfets respectifs. Effectivement, leur première crainte qu'ils avaient sur Mayotte, c'est d'être frappé par un cyclone. Donc, l'État et les institutions savaient que Mayotte risquait un jour ou l'autre d'être frappé par un cyclone, ce qui est effectivement très rare, puisque la plupart des cyclones viennent mourir sur Madagascar, qui les protège en général. Il est très rare qu'un cyclone puisse contourner comme ça le nord, au-dessus de Diego Suarez pour finir sur Mayotte. Voilà. Et cela, j'ai trouvé ça terrible, sans parler ensuite des positions qui ont été exprimées suite à ce dégât, qui a mis en évidence la grande pauvreté et la difficulté de Mayotte, ce département d'outre-mer le plus en difficulté parmi tous les autres. Alors là, du coup, vous faites le lien entre mon thème et son espace. Un élément de réponse que je peux vous apporter, c'est que la littérature géopolitique, en termes de risque, en général, aborde deux principaux axes. Le premier, c'est qu'est-ce qui est fait en termes de prévention et qui va intervenir, subventionner, construire, etc. Et le deuxième, c'est ce qui est fait après en termes de reconstruction. Voilà. Typiquement, dans la Caraïbe, les compétiteurs, les nouveaux compétiteurs subventionnent énormément tout ce qui est prévention. Et parmi les acteurs, je ne vous en ai pas cité un, il y a le Moyen-Orient. Les pays du Moyen-Orient, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, financent à fond perdu des systèmes de prévention et de résilience. Et après, il y a la question de la reconstruction. Et là aussi, c'est énormément étudié. Et par exemple, des pays impactés, comme par exemple la Dominique, qui a été frappée par le cyclone Maria en 2017, qui a été complètement ravagé, a été en grande partie reconstruit sur des fonds chinois. L'hôpital de Roseau, la capitale de la Dominique, c'est le China Dominica Friendship Hospital. La route côtière a été construite par des fonds chinois. Le stade national de cricket, qui est le sport national, a été construit sur des fonds chinois. Et en fait, là, dans ce vaste continuum de gestion du risque de l'amont jusqu'à l'aval, il y a, me semble-t-il, un nexus qui n'est pas encore trop étudié, qui est l'intervention d'urgence en tant que telle. Et ce que j'ai essayé de mettre en évidence là, c'est qu'il existe une géopolitique de l'urgence. Il y a une géopolitique de la prévention, une géopolitique de la reconstruction. Et ce petit temps de l'urgence, lui aussi, a des enjeux extrêmement forts. Et alors qu'il s'agit d'urgence, qui était le thème ici il y a 2 ans d'ailleurs, alors qu'il s'agit d'urgence, cette urgence se construit sur le temps long en amont et peut avoir des conséquences sur le temps long après la catastrophe en tant que telle. Donc l'urgence est un véritable objet géopolitique en tant que tel. Je suis obligé, parce que étant de la zone un petit peu... En fait, toute l'entrée qu'il a faite des cyclones en Caraïbes, nous on le vit aussi à La Réunion, parce qu'on est en plein dans un couloir de cyclones. Et il faut savoir que quand on parle de Nord, si on a un peu la situation, si on a la carte en tête, il faut savoir qu'à la base, normalement, Mayotte est en dehors de couloirs cycloniques très forts. Mais en fait, comme ça se décale et les intensités grossissent de plus en plus, ce territoire efface de plus en plus à des cyclones. Et deuxième chose, c'est la question du développement, en fait. Parce que ça met au regard, bien sûr, le développement. On quitte un petit peu notre thème de géopolitique, mais il est important de voir que tout ça est articulé. Et ce matin, dans une des conférences, on parlait, je ne sais plus, on parlait de géopocène ou des choses comme ça. Et ce croisement entre géopolitique et anthropocène, et ben là, il est clairement, quand on fait la géographie du risque, il est vraiment lié. Où on voit ces questions-là, le dérèglement n'est pas qu'une question environnementale, de géographie seulement limité à ça. Il faut le voir vraiment dans un spectre très large. Et la géopolitique doit en faire partie. Voilà. Il manque la dernière diapositive.
Ah, il me manque, oui, parce que je vous avais réservé quelque chose et les gens, ils sont partis, ils n'ont pas eu le droit. Oui, parce que j'étais obligé de vous parler quand même. On est un peu, on a 17h, hein, c'est pour tout à l'heure. Je voulais vous présenter quand même la Légine sous une autre façon. Et le clin d'œil d'outre-mer, un petit peu un pavé de Légine au Combava. Donc voilà, petit Combava, c'est un petit citron. Il ne faut pas boire le jus, il est impossible. C'est le zeste qui est autour. Je ne sais pas si vous allez en trouver à Saint-Dié. Mais bon, alors la légine, j'en ai parlé tout à l'heure avec un cuistot qui a fait horreur. Je suis désolé, la légine, elle est obligatoirement surgelée. Parce que certains me disent, ah non, il faut le faire frais. Ah bah, si tu veux le frais, il faut partir dans les eaux australes. Donc là, vous la trouvez qu'en surgelé, et en métropole, c'est un peu compliqué de le trouver, mais espérons que ça va se développer. Donc c'est des pavés. Je ne vous dis pas le prix, parce que vous allez courir à ne pas en acheter. Mais bon, pour Noël, voilà, une petite suggestion, si vous voulez, pour vos papilles. Voilà. Si vous avez des questions, on reste disponible. Je pense que le temps est terminé. Ah, il y en a encore. Très bien. Oui, pour rebondir sur l'histoire de la rétrocession des îles éparses à Madagascar, juste pour faire le point, ça concerne toutes les îles éparses ou seulement certaines d'entre elles? Et deuxième question, quels sont les arguments de Madagascar pour la rétrocession? Et troisième question, vous parliez de l'enjeu de la pêche au thon. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour la France de conserver ces îles-là en particulier? Madagascar, s'ils peuvent tout prendre, ils prennent tout. Hein. Sachant que Tromelin, c'est aussi l'île Maurice qui la demande. Et sachant que l'ONU nous demande de rétrocéder ça. Alors, ce qui est très marrant pour la petite anecdote, il faut savoir que les TAF ont été détachés, juste avant l'indépendance de Madagascar en 60, a été détachés de l'administration de Madagascar pour être mis sous la tutelle du ministère des Outre-mer. Donc, pour absolument que Madagascar ne demande pas à un moment donné les TAF pour être de leur souveraineté. Par contre, voilà, la rétrocession, ils estiment que c'est en proximité des mers, que pour des raisons historiques, culturelles là-dessus, ils ont le droit d'avoir ces espaces-là, que nous, on veut absolument garder. Et là aussi, hein, on n'a pas le temps là-dessus. Je vous encourage à voir tout ce qui est mis en place depuis plusieurs années. Par exemple, moi, j'ai sous les yeux l'aéroport de La Réunion et je n'arrête pas de compter le nombre d'avions militaires. On voit les avions militaires partir et quand ils partent, c'est pour les îles éparses. Et les rotations sont de plus en plus fréquentes. Et c'est pareil, quand on demande à des acteurs, et là-dessus, le discours est assez intéressant, certains acteurs, il y a une frilosité à donner un certain nombre de chiffres, mais il y a des rotations de plus en plus importantes. Et le voyage de M. Macron en 2019, qui était en costume cravate, c'était marrant sur cette île-là, est un sacré signe aussi, qu'on le veut absolument garder, mais il y a une pression très forte. Et pour finir sur le thon, alors là, le thon, c'est un énorme dossier, puisqu'il y a dans ces ZEE, il faut savoir qu'il y a du thon, surtout des Seychelles, qui est le plus grand, c'est un garde-manger du thon mondial, hein, 50% des boîtes de thon que vous mangez, ça vient des Seychelles, de la ZEE des Seychelles, qui est une des plus grandes de l'océan Indien, et qui découle aussi dans le canal du Mozambique. Et là-dessus, en plus, canal du Mozambique, et ça c'est le dernier point, c'est le pétrole. Mais le problème, c'est que, alors il y a l'argumentaire du pétrole, qui est très compliqué à aller chercher dans ces conditions-là. Mais il ne faut pas l'évacuer de la volonté de garder ces espaces-là. Mais il faudrait faire 1 heure sur les îles éparses, tellement il y a à dire.